Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Louis Kouassi, le co-lead de la communauté GDG Cloud Abidjan. Et nous sommes à notre troisième session de formation sur GitLab avec notre conférencier Jean-Philippe Baconnet, qui est développeur à Zenica Nantes. Et aujourd'hui, nous allons parler de GitLab CI. Alors, Jean-Philippe, vous avez la parole. Top. Merci pour l'intro. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Les deux premières fois, on avait parlé de GitLab et là, on va parler de tout ce qui est CI. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça va être l'occasion de voir ça et de voir aussi ça en pratique dans la foulée. Alors, donc, je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je travaille chez Zenica à Nantes et je fais pas mal de choses aussi en termes de communauté, on va dire. Je suis dans les programmes communautaires de GitLab, de Gitpod aussi. Je suis co-orga de Meetup et j'aime bien aussi faire du développement avec les enfants. Quelque chose de sympa. Là, je vous mets tout. Enfin, là où on peut me contacter, généralement, je suis très réactif. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions par rapport aux deux premiers modules ou par rapport à ce module, si vous avez des problèmes dans votre TP, n'hésitez pas à me pinguer. Ça sera un plaisir que j'essaierai de vous aider et de répondre à vos questions. Donc là, effectivement, on arrive au troisième module sur 6. Donc là, on va parler de GitLab CI, de GitLab Pages. On va voir un peu tout ça. Ça va passer très vite la demi-heure. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat ou soit dans la partie questions de Google Meet. N'hésitez pas, toute question est bonne à prendre et surtout écouter. Alors, quand on parle de GitLab CI, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être, c'est l'outil d'intégration et de déploiement continu de GitLab. Et du coup, quand on passe ça en anglais, ça fait CI/CD, donc intégration continue, déploiement continu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que GitLab, c'est une plateforme DevOps avec ce fameux 8 horizontal, donc qui va permettre en fait de faire le tour de votre projet, que ce soit de la planification, de la sauvegarde de votre code, on va dire. Beaucoup d'actions, donc on parle d'intégration continue pour vraiment vérifier le contenu de votre code, vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité, exécuter les tests, bien sûr. Et la partie, donc ça c'est la partie de gauche en fait, qu'on peut voir sur le diagramme, et sur la partie de droite, tout ce qui est déploiement continu. Donc vraiment construire votre projet, déployer votre projet sur une infrastructure, X ou Y, peu importe, mais aussi faire la supervision, etc. Donc, pourquoi on parle de CI/CD avec un 8 qui fait vraiment une boucle infinie? C'est vraiment d'indiquer que l'automatisation de toutes ces tâches est quelque chose de très important si on veut respecter ce cycle et éviter d'envoyer en production du développement uniquement tous les 3 mois. Vraiment, le but, c'est de faire la livraison en continu de votre application. Donc, forcément, on va éviter les actions manuelles. C'est toujours bon de faire des choses en automatique. Alors là, on va parler de GitLab CI et on va commencer à introduire un premier mot. C'est le mot pipeline. Un pipeline, c'est quoi? Ça va être en fait un ensemble d'enchaînements automatisés qui vont permettre de faire des actions dans votre projet. Je reste très vague. Il y a un panel d'actions qui va être énorme. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, notamment dans la démo. Mais du coup, voilà, enregistrer ce mot, un pipeline de GitLab, ça va représenter un peu ce type-là. Et on verra en détail ce que c'est les petites cases. Mais c'est quelque chose qui va se baser sur un seul fichier. Alors, si votre projet est énorme, vous en aurez d'autres. Mais c'est-à-dire que là, dans cette demi-heure, je vais vous montrer un projet simple. Et en tout cas, dès qu'on parle de CI/CD avec GitLab et du coup de GitLab CI, on va avoir ce fichier .gitlabci.yaml. Donc oui, c'est du YAML, mais en fait, on va voir que la structuration est quand même assez simple. La documentation de GitLab, c'est vrai que je n'ai pas mis le lien, mais bon, on peut facilement la trouver. Elle est très complète, il y a énormément de choses. Mais là, dans cette demi-heure, on va vraiment faire une première introduction, parce que c'est quelque chose de nouveau. On va faire le tour des bases. La semaine prochaine, il me semble que c'est ça, c'est mercredi prochain, on va voir un peu des notions un peu plus avancées. Alors, c'est pareil, en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout voir. Donc en 2 fois 30 minutes, on ne pourra pas tout voir, mais voilà, ça vous donnera au moins des notions, des billes pour aller chercher dans la documentation et se renseigner. Puis bien sûr, je
je vais vous donner quand même des astuces de trucs qui sont utilisés assez souvent. Alors la CI, c'est joli, on va faire un fichier de CI, c'est joli, mais du coup, comment ce fichier est interprété par GitLab pour réaliser des tâches en automatique? Derrière, il y a quand même quelque chose qui va tourner. Et en fait, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de ça. Cet outil qui permet de traiter ce fichier YAML, d'avoir des pipelines, ça s'appelle les runners. Les runners GitLab, donc on appelle ça les GitLab runners. En fait, c'est un outil qui est développé en Go. Donc voilà, on va profiter de la puissance du langage Go pour justement avoir un outil qui est super performant, qui est super léger en termes de poids. Et en fait, on va pouvoir l'installer partout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du Go, mais en fait, on peut vraiment l'installer un peu partout. Et bon, pour expérimenter des choses, j'ai déjà installé chez moi, j'ai des Raspberry Pi. C'est pas les dernières générations, c'est même l'avant, donc la version numéro 3. Où pour le coup, j'ai installé des runners GitLab et mes projets, mes projets utilisaient mon Raspberry pour faire de la CI/CD. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important pour le dire, parce que c'est quelque chose en fait que tout le monde peut installer très rapidement. Et pour le coup, si vous voulez tenter des expériences, c'est parfait, vous pouvez le faire. Alors, des runners, il y a 3 types. Pourquoi je vous en parle? C'est-à-dire que moi, dans le cas que je viens de vous citer, j'ai pris mon Raspberry Pi, j'ai installé mon runner GitLab, et forcément, j'avais envie que mon runner soit que à moi. Alors, même si je suis très partageur, on va dire, mon Raspberry Pi, il tenait la charge pour uniquement mon projet à moi. Donc là, c'est un runner qui était spécifique. Donc c'est le 3e item, parce qu'il était vraiment dédié à un projet en particulier. Et si jamais, par exemple, dans le cadre de cette formation, j'ai créé un groupe, GCA, groupe formation dans GitLab, j'aurais pu dire que ce runner acceptait tous les projets issus de ce groupe. Donc c'est là où c'est le 2e type, celui du milieu, où c'est vraiment un runner de type groupe. Et après, on a une 3e option, c'est les runners partagés, les shared runners. En fait, c'est tout simplement on peut trouver sur gitlab.com. C'est-à-dire que là, dans la démo que je vais vous faire, on ne va pas parler de runner, je ne vais pas vous montrer comment on installe un runner. C'est très rapide, mais bon, on n'a que 30 minutes devant nous, donc ça va passer super vite. Du coup, gitlab.com met à disposition des runners. Et en fait, on va tous se partager. Ça va être totalement transparent pour nous, mais on peut imaginer je ne sais pas, peut-être que sur mon projet, je vais utiliser un runner A, et peut-être que vous, quand vous allez faire vos développements, on va utiliser le même runner. Ça ne pose pas de souci, tout est bien cloisonné, tout est bien isolé. Il n'y a pas de risque à récupérer le projet de quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que si, par exemple, on est 100 personnes à utiliser un runner, peut-être que moi, en arrivant le 101e, je vais devoir attendre un petit peu. Et en fait, dans les pipelines, ils ont un statut pending, c'est-à-dire vraiment qu'il est en cours de traitement, qu'il est dans une file d'attente. Et du coup, ça explique pourquoi cette file d'attente peut exister quand on est sur gitlab.com. Donc, quand on fait des projets open source, généralement, on ne s'embête pas, on crée des projets, on prend les runners partagés de GitLab. Par contre, quand on est une grosse entreprise, là, dans ce cas-là, on installe GitLab chez soi et on installe nos propres runners pour pouvoir ajuster justement la performance de ces runners et les rendre performants. Et surtout, en fait, vu qu'on va payer, qu'on soit les seuls utilisateurs. Donc, les runners, en fait, comment on va les voir dans notre pipeline? Tout à l'heure, je vous ai montré la partie graphique. Pardon. En fait, quand on va avoir une vue détaillée d'un élément, on va voir en fait le type du runner. Donc là, par exemple, dans le print que je vous affiche à l'écran, on voit que j'utilise le runner qui est un identifiant en rallonge. Et en fait, on voit la typologie du runner, c'est-à-dire que là, c'est un runner Linux, installé sur la Linux, une infrastructure AMD64. Bon, voilà, bref. Ça, c'est une configuration technique, mais ça nous permet un peu de visualiser l'état du runner qu'on utilise. Je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas de slide, je ne vais pas vous montrer dans la démo, mais quand en fait on va pouvoir choisir le runner qu'on veut utiliser, ce qui va permettre en fait d'ajuster certaines typologies de projets. Si je n'oublie pas, j'en parlerai tout à l'heure. Alors comme ça, c'est bon, les runners, voilà, petite parenthèse, j'ai quand même duré 5 minutes dessus. Je me suis amusé à faire des petites cheat sheets sur dev.to. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil de partage d'articles de blog. Donc, je mets à jour ces cheat sheets et j'en ai fait une sur les runners justement pour expliquer rapidement ce que c'est. Donc voilà, ça vous intéresse, il y a le QR code que vous pouvez flasher. Normalement, il vous emmène
sur la bonne cheat sheet. Alors, on va revenir entre guillemets au sujet de CI. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré justement à quoi est représenté graphiquement un pipeline. En fait, on va avoir deux notions. Donc là, c'est un pipeline qu'on voit à l'écran. On va avoir la notion de stage. Le stage, dans mon exemple, c'est call API. Et un deuxième stage, c'est update GH. Peu importe les termes, mais en gros, c'est tout ce qui va être d'une représentation par colonne. Et les petites cases, en fait, ça s'appelle des jobs. Donc voilà, donc quand on fait de la CI avec GitLab, il faut retenir le pipeline, le stage et les jobs. Et à partir de là, vous allez réussir à me suivre dans mon discours normalement. Donc un job, ça va être une entité la plus petite possible qui va permettre de réaliser une tâche sur votre projet. Exécuter des tests, builder votre application, c'est-à-dire fabriquer une image Docker par exemple, ce qui peut être déployer votre composant à un endroit, ce qui peut être, je ne sais pas, redémarrer une machine, ça peut être voilà, une tâche petite qu'on maîtrise dans un contexte particulier. Et en fait, ces jobs, le plus compliqué dans GitLab CI, c'est de définir une séquence d'appels de ces jobs. Et c'est pour ça que les stages permettent vraiment de centraliser et d'ordonnancer un peu votre job. Voilà, j'en reste là pour ce premier exemple. On verra après pendant la démo. Donc là, c'est un pipeline qui est assez simple, hein, on va dire. C'est sur un de mes projets perso. Il y a 2 jobs, 2 stages. J'aurais pu mettre les 2 jobs ensemble. Voilà, on aurait pu faire d'autres façons. Et quand on fabrique des pipelines dans GitLab CI, en fait, il y a plein de moyens de le faire. Ça va dépendre de votre projet, de votre contexte, tout simplement de votre connaissance de tous les arguments qui existent dans votre fichier YAML. Voilà. On peut s'en sortir. Et parfois, c'est bon de prendre un peu de recul et dire, est-ce que mon pipeline est vraiment performant? Parce qu'on va voir que la performance est très importante quand on fait des pipelines. Donc là, je vous ai mis un exemple de pipeline généré. Du coup, c'est un exemple du site de GitLab. Je n'ai pas mis le lien, mais c'est la documentation de GitLab. Où en fait, on voit que là, le pipeline est un peu plus costaud. On va avoir 3, 4, 5, 6, 7 stages, donc 7 colonnes. Et on voit que le deuxième stage, donc test, contient énormément de jobs. Parce que voilà, c'est la colonne de test, généralement, quand on a une application web, on va vouloir exécuter, je ne sais pas, des tests unitaires, peut-être des tests end-to-end, des tests d'intégration, des tests, bon, bref, toutes les typologies de tests qui peuvent exister sur les projets. Et en fait, on n'est pas obligé, on peut dire qu'on les met tous dans la même stage. Voilà. Donc on va voir ça en démo, après on va repartir de A à Z d'un pipeline, ce sera peut-être plus clair pour vous. Je le rappelle, n'hésitez pas dans les questions sur le chat ou dans la session de Q&A dans Google Meet. Alors, vous pouvez vous dire, bon ok, la CI, moi, j'en ai pas forcément besoin. Et en fait, c'est là où je vais parler d'un autre outil qui est très lié à GitLab CI, c'est les GitLab Pages. GitLab Pages, c'est quoi? C'est un outil qui est mis à disposition de GitLab pour vous permettre d'avoir un site statique à disposition. Concrètement, c'est quoi? Moi, j'ai fait un blog, un site perso, je m'amuse avec ça. Tout simplement, je l'ai une URL en .gitlab.io et à partir de là, je suis capable d'avoir un site du coup, qui est hébergé chez GitLab, donc ça ne nécessite pas d'argent, et qui se met à jour dès que je fais une modification. Donc, sous-entendu, avec un pipeline de GitLab CI, j'arrive à publier un site sur cette URL et qui permet d'avoir un site à disposition. Donc, ça va être un peu là l'exercice qu'on va voir ensemble. Ce que je vais vous montrer, l'exercice, c'est de créer votre blog. Si vous n'en avez pas, c'est l'occasion de le faire. On peut le faire très, très, très rapidement. Alors, démo. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Exactement. Donc là, on va repartir sur le premier projet qu'on avait créé. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des éléments. Par contre, il n'y avait pas de CI. Alors, comment on fait? Donc déjà, quand on va dans la partie build, on comprend que la notion de pipeline va être importante. Je ne l'ai pas dit, dans les pipelines, on a aussi des pipelines schedulés, c'est-à-dire des pipelines qu'on peut programmer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir une périodicité dans nos pipelines en automatique. Par exemple, tous les jours, exécute des tests sur mon projet pour vérifier
que tous les tests sont toujours OK et que je n'ai pas amené une régression en passant par une modification de code. Très bien. Bon, là, je vois le temps qui passe, je vais enchaîner directement. On a, pour vous aider, un éditeur de pipeline. Donc là, j'en ai pas, ça tombe bien, on va le créer. Vous voyez que là, il m'initialise un projet. Très bien, et moi, je vais le squeezer pour pas s'influencer. Donc là, en fait, l'objectif, c'est un YAML. Donc si vous ne connaissez pas le YAML, il faut faire attention à la syntaxe, un espace peut être important, il ne faut pas faire de tabulation, etc. Et du coup, cet outil, il va permettre de valider votre pipeline. Donc je vous ai dit, dans un pipeline, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des stages. Et moi, je préconise de les mentionner. Comme ça permet de bien comprendre aux personnes de votre projet ce que votre pipeline fait. Alors, par défaut, GitLab contient 6, je crois, stages par défaut. Donc, je crois qu'il y a un point près, il y a un point post. On peut les redéfinir, ce n'est pas un souci. Et c'est toujours bien de les mettre. Donc, je crois que test, ça fait partie d'un des stages de GitLab. Et là, on voit direct qu'il m'attaque en me disant, attention, votre pipeline n'est pas valable. Alors, pour vous montrer, si je commit mon changement, je vais avoir les pipelines. Donc, je vais switcher d'onglet. Normalement, vous n'aurez pas. Donc là, en fait, effectivement, mon pipeline, il est failed parce que j'ai une erreur de YAML. Donc souvent, ça peut. Donc là, il remet le message d'erreur, en fait. Et GitLab oriente vers l'éditeur de pipeline pour éviter de faire des erreurs. Donc là, on peut dire, par exemple, my first job. En fait, un job, qu'est-ce qu'il doit avoir? Au minimum, il doit avoir un stage. Et là, on voit que, du coup, mon pipeline, je change de message d'erreur. Il nous dit qu'il faut une balise de script. Pourquoi une balise script? En fait, il dit qu'un job faisait quelque chose. Si on ne met pas la balise script, c'est-à-dire que notre script ne fait rien. C'est quand même dommage. Donc là, on va simplement mettre un petit message en disant, bon là, j'affiche un hello. Et là, il me dit que mon pipeline est correct. Cool. Je commit. Dès que j'ai commité, on va voir que là, mon pipeline va tourner. Je vais me remettre ici, c'est mieux. Et là, on voit que j'ai une deuxième ligne qui apparaît et hop, comme par magie, il devient au statut running. Il est au statut running et je vois que dans mes stages, j'ai une petite bulle. Et en fait, on voit que c'est le nom de mon job, le nom du stage qui est en cours. Donc, c'est le job test, le stage test, pardon, je me mélange. Et on voit le job, mon first job qui apparaît et qui est en cours. Donc là, on va pouvoir aller voir les logs de notre job. Et il fait pas mal de choses. Et sur la droite, en fait, on retrouve la capture d'écran que je vous ai mis tout à l'heure, où on voit l'identifiant du runner qui apparaît. Et on peut voir qu'effectivement, le pipeline numéro tant, il est OK. Et on peut voir les différents jobs. Donc là, il n'y en a que un. Mais voilà. On peut aussi voir combien de temps il a duré. 26 secondes. Pourquoi pas. Que du coup, le statut est terminé et qu'en fait, il a passé 0 secondes dans une file d'attente. Si vous renez des runners partagés, c'est normal d'avoir du temps. Ça ne dépend pas de votre pipeline, mais ça dépend des runners partagés. Et là, on voit dans les logs, on retrouve mon echo, hello, avec le résultat, hello. Donc magnifique, mon premier job a été réalisé. Et en fait, au-dessus, on voit qu'il y a beaucoup de logs qui sont apparus. Donc on retrouve que mon job a été effectué avec un runner numéro tant, avec la version, des identifiants, etc. Donc ça, c'est un runner partagé sur GitHub. Je n'aurai jamais accès à des informations, mais je vois quand même quelques infos. Et après, on voit en fait qu'il utilise un exécuteur Docker. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que quand on configure un runner, on a plusieurs types d'exécutions. Le plus fréquent, ce que je vous conseille de faire si vous voulez créer des runners, c'est d'avoir un runner configuré avec Docker. Pourquoi? C'est-à-dire que là, notre job, qui est ici, en fait, il est dans un conteneur par défaut que GitLab a fixé et qui est affiché ici, c'est qu'on est dans du Ruby. Bon, moi, je ne connais pas Ruby, mais en gros, ça équivaut à avoir ça. Donc en fait, c'est là où on commence à avoir une structure un peu, avoir un attribut qui est très important. C'est-à-dire que my first job a affiché un echo hello
dans un contexte par défaut. Voilà, c'est notre premier job, on va y aller doucement. Et en fait, GitLab a attribué l'image. Imaginons que moi, je fais du Java, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. J'ai envie de faire un NVM clean install de mon projet. Je vais commiter. Et j'ai vu la question de Louis, je vais regarder. Je finis juste avec ça et on prend la question. Donc là, on va voir mon pipeline qui normalement apparaît. Je dis normalement. Allez. Bon, je vais prendre la question. Alors, comment utiliser GitLab CI et GitLab Pages pour automatiser les tâches de développement, de test et de déploiement d'un site? Eh bien, on va le voir juste après. Je ne dis rien. Donc là, on voit que j'ai eu un peu de latence. Le pipeline est en cours de running et en fait, on le revoit. Donc là, le pipeline, voilà, il va réeffectuer quelque chose. Et là, il va tourner, il va prendre son temps, etc. Et là, je fais une transition directe au quota de CI/CD qu'on avait évoqué. En fait, on va voir, je l'avais parlé la dernière fois, on est au niveau groupe, normalement. Alors, je vais changer. On va regarder les quotas et en fait, on va voir que là, j'ai un quota de pipeline qui, du coup, s'incrémente. C'est normal, c'est notre premier pipeline. Et comme on est à 400 minutes offerts gratuitement par GitLab et par mois, sous-entendu, vos pipelines, il va falloir qu'ils soient optimisés. Donc là, on ne va pas le voir cette fois-ci parce qu'il y a trop de choses à dire pour être une session à part, l'optimisation de pipeline. Mais en tout cas, il va falloir faire attention justement à cette duration. Donc, on va bien regarder que nos pipelines ne durent pas trop de temps. Donc là, bon, je vous rassure, 26 secondes, c'est rien du tout. Mais on peut facilement avoir des pipelines qui durent 1 heure, qui à éviter. D'ailleurs, le timeout de base, il est fixé à 1 heure. Donc, si je reviens à mon job, en fait, je vois que la commande NVM a été installée, mais en fait, que je n'ai pas de contexte NVM classique. Donc là, en fait, dans mon image Docker, qui est ici, Ruby, je n'ai pas le droit de faire du Maven. Donc là, comment on change ça? Et bien, en fait, je suis dans un contexte Docker, donc je peux faire ce que je veux. Donc là, imaginons, je vais prendre Maven. Alors là, je triste, je vais regarder la version 3.2 et on va prendre la version. Donc là, en gros, ça revient à faire à récupérer une image Docker sur votre poste et exécuter des commandes. Donc là, j'espère que le pipeline va tourner un peu plus vite. Là, on voit que ça tourne. Force job, il est là. Et là, on va voir que ça va tourner. Et bon, je vous spoil un peu. Normalement, ma commande Maven marche parce que je suis en train de récupérer et de travailler dans un contexte Docker basé sur l'image Maven 3.2 OpenJDK-11 qui existe. Ça, vous pouvez me croire, elle existe. Et là, on voit que justement, la CI, elle a récupéré l'image. Tout se passe bien. Et là, il continue à faire quelque chose. Et là, en fait, la commande Maven, en fait, on voit que là, Maven est disponible. Donc, elle plante parce que mon projet n'est pas un projet Java. Mais on voit qu'elle a effectué quelque chose. Donc, c'est là où, justement, quand vous allez faire un job, vous allez devoir imaginer ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez faire des commandes Kubernetes, kubectl. En fait, il va falloir trouver l'image kubectl. Donc, je ne sais plus son petit nom, mais le but, ce n'est pas de faire la commande, mais en gros, on va récupérer l'image. Et c'est là, en fait, où on va commencer à avoir de l'optimisation. Pourquoi? Là, je vais revenir sur mon image Maven de tout à l'heure. Alors, du coup, je préviens, je vais avoir un peu de retard. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais je vais dépasser un tout petit peu. C'est quelque chose qui est encore. On va regarder le install, c'est pas très grave. Là, dans votre pipeline, généralement, dans votre projet, vous n'allez pas avoir qu'une seule étape. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un stage, par exemple, pour tester l'application, c'est quand même mieux. Un autre pour construire votre application et un autre pour déployer. Donc là, on va aller vite. D'ailleurs, je vais même tricher un peu. Second. Hop, on va faire ça. On va dire que là, c'est du build. Build. Hop. La commande, du coup, c'est MVN. Normalement, en Java, c'est package. Et du coup, le déploiement, hop.
Déploiement, du coup, c'est pas du tout une commande comme ça, mais c'est pas grave, on va rien mettre. Ça va être plus simple, et on va mettre deploy. On y croit. Donc là, il me dit que ma syntaxe, elle est correcte. Je vais committer rapidement. Et je vais vous montrer d'autres choses sur l'éditeur. Vous avez dû avoir des boutons. En fait, on peut visualiser, et ça me permet de voir que j'ai fait une coquille, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir visualiser l'état de notre pipeline, c'est-à-dire l'orchestration entre les stages et les jobs. Donc là, on voit que l'erreur que j'ai faite, c'est my third, en plus j'ai mal écrit, est située dans le stage build et non pas deploy. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Et là, en fait, on va voir notre pipeline qui va tourner. Et il a failed. Parce que du coup, je n'ai pas la commande, ma commande evently install, elle a planté, mon projet pas Java, je le répète. Mais en fait, on voit que mon pipeline s'est arrêté. On voit bien que si tous les jobs de ma colonne, de mon stage test ne sont pas OK, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas verts ici, en fait, il ne va pas aller plus loin. Donc, ce qui est quand même important. Là, sous-entendu, ça veut dire que là, je n'ai pas déployé mon application alors que les tests ne marchaient plus. Donc, c'est-à-dire que votre CI, vous allez la construire en fonction des étapes séquentielles que vous avez besoin sur votre projet. Et justement, vous allez éviter d'effectuer du temps pour rien et surtout de faire des choses entre guillemets en production alors que votre truc ne marche pas en termes de test unité. Donc, c'est là où la complexité va être de bien définir, de bien concevoir vos pipelines. Et là, en plus, j'ai dépassé le temps déjà, mais là, les pipelines, on a simplement vu 3 notions. Et en fait, des pipelines, on peut les optimiser. Rapidement, je vous montre. Quand on fait du dev, on n'aime pas dupliquer des choses. Là, on voit que j'ai dupliqué l'image 3 fois. En fait, je pourrais simplement dire, en fait, mon image par défaut, elle est ici. Donc, en gros, le contexte par défaut, c'est mon image Maven. Et derrière, je vais pouvoir effectuer des tests. Donc là, on voit, je vais corriger, que du coup, notre pipeline, la lisibilité est quand même améliorée. Et voilà. Donc, en fait, c'est là où, justement, dans la semaine prochaine, on verra un peu d'autres notions. Là, je vous ai montré 3 attributs dans chaque job, mais en fait, il y en a énormément. Je vous mettrai le lien la semaine prochaine, surtout la documentation de la CI. Et en fait, ça peut vraiment en faire un peu peur, mais il faut y aller progressivement, en fait. Clairement, mes premiers pipelines, je les ai exactement créés comme ça. J'avais mis une image 3 fois, je l'ai enlevé, très bien. Derrière, au bout d'un moment, j'avais un pipeline qui faisait 3000 lignes. Derrière, après, je me suis amusé à découper notre CI en plusieurs fichiers. C'est pareil, on peut récupérer des jobs qui sont ailleurs. En fait, on a des attributs comme include, par exemple. Donc là, on peut s'amuser à récupérer un fichier qui est en local. Donc là, on pourrait imaginer un fichier deploy.yaml qui contient en fait toutes les tâches dédiées au déploiement continu. Et là, vous voyez bien qu'on peut mettre le nom qu'on veut. Le premier fichier, c'est bien le GitLab CI.yaml, mais les autres, on peut mettre n'importe quoi. Et si jamais on s'amuse à avoir un projet, une CI qui est présente dans un autre projet GitLab, on peut aussi faire ça. Et à ce moment-là, ici, on mettra du HTTPS, votre nom de projet, etc., etc. Donc voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir dans votre projet des fichiers YAML qui sont assez petits, ce qui serait pas mal. Et là, du coup, alors, en 5 dernières minutes, je vais vous parler du coup des GitLab Pages. Donc là, ça va être le petit projet que vous allez pouvoir créer. Pour utiliser GitLab Pages, en fait, le nom de votre projet doit être le nom de votre groupe. Vous voyez que c'est exactement le même. .gitlab.io. Comment j'ai créé le projet? Je vais vous montrer, ça va très vite. Nouveau projet. Et en fait, je suis parti d'un template. Je suis parti d'un template. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les templates de GitLab, j'avais montré la première fois, on peut créer des projets sans partir de zéro. Et si vous connaissez des sites statiques, en fait, il y a plusieurs outils qui sont assez connus. Il y a Gatsby, il y a Hugo, où on peut directement faire un site HTML classique. Et à partir de là, si je fais une petite preview, je vais voir que j'ai pas mal de fichiers qui sont créés, dont le fichier GitLab CI.yaml. Là, je ferme tout, je reviens dessus. Donc, le fichier GitLab.yaml qui a été généré, en fait, c'est celui-là. On part d'une image alpine. Donc, les images alpines, si vous connaissez, c'est une image qui est super light en termes de poids. Donc, plus l'image est légère, plus la CI va aller vite, moins vous allez payer. On va dire ça comme ça.
Et derrière, en fait, il va déployer des pages. Donc là, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, c'est un site HTML classique. Je vais passer ici. Ça va aller vite. Donc là, c'est une page HTML classique. Donc en fait, on a une page HTML. Voilà, coucou. Dans un répertoire public. Et là, la CI, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais zoomer un peu. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, là, il feinte. Il ne fait rien. Mais comme on est obligé d'avoir une balise script, on va devoir afficher quelque chose. Et là, on va utiliser un autre attribut que j'expliquerai la prochaine fois, un artefact, en fait, qui va dire que le répertoire public qui est là, je vais le rendre dispo à tout le monde, et c'est tout. Donc là, déjà, ça peut commencer à être tordu, mais en fait, non, c'est justement c'est GitLab qui en arrière-plan, fait des choses pour vous. Et à partir de là, quand on va dans les settings, alors il faut que je le retrouve, je ne sais jamais où c'est. Deploy, voilà. On a un outil GitLab Pages. Et le fait d'avoir simplement le nom de votre projet qui est suffixé par gitlab.io et qui s'appelle le nom de votre groupe, en fait, il va ouvrir justement un accès, un DNS, qui est ici. Et à partir de là, il est disponible. Et à partir de là, j'ai un site qui est disponible comme ça. Donc moi, mon site, c'est exactement de cette façon que je l'ai construit. Et après, je me suis basé sur l'outil Hugo. Mais bon, peu importe, c'est pas de l'HTML. Donc en fait, c'est ce projet-là que vous allez pouvoir tester, c'est-à-dire que vous allez créer un projet, vous allez utiliser GitLab Pages et vous allez avoir, sans le savoir, entre guillemets, une CI qui va fonctionner et qui va vous mettre un site à disposition. Donc là, vous allez pouvoir créer votre blog perso ou un blog de, je ne sais pas, une association, parce que vous voulez. Et en fait, vous allez pouvoir y accéder. Et c'est quand même assez pratique. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer le mélange entre justement la CI, en outil de GitLab Pages, et voir que vous allez faire votre première CI/CD dans GitLab. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez simple à initier. Pareil, si j'étais trop vite, et je pense que c'est le cas sur tout ce qui est GitLab CI, j'ai une petite cheat sheet qui explique les bases, qui explique un peu ce qu'il faut faire. Donc là, on retrouve du coup les attributs qui permettent de faire un premier job, de vérifier du coup les stages, les jobs, de voir un peu l'ordonnancement, et du coup de voir qu'il y a beaucoup d'options. Donc là, après, c'est d'autres cheat sheets disponibles. Alors du coup, l'objectif de cette session, c'est du coup que vous, en fait, vous créez votre projet, vous créez votre blog avec votre CI. Et si jamais vous avez réussi, bah, vous pouvez me pinguer ou mettre un petit message sur les réseaux avec ce hashtag. Ça serait super sympa de faire ça. Du coup, je vous remercie. Prochaine fois, on ira un peu plus loin dans la CI. Donc là, je vous conseille de vraiment, en une semaine, mettre un peu le nez dedans pour essayer des pipelines. Et là, j'ai mis un QR code vers l'accès à toutes mes cheat sheets que j'ai créés. Et je vais le remettre, ouais, exactement. Je vais faire ça. Hop. Et je l'ai remis. Hop. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris parce que j'étais trop vite. N'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à poser des questions. Je réexpliquerai ça. Et Louis, normalement, j'ai répondu à ta question. D'accord, merci. Merci à Jean-Philippe pour sa présentation. J'ai une autre question. J'aimerais savoir quelles sont les limites d'utilisation de GitLab CI et GitLab Page. Alors, GitLab Pages, en termes de limitation, en fait, il faut, si vous avez un groupe dans GitLab, il faut vraiment, vous pouvez avoir qu'un site. Ça, c'est la limite que GitLab a fixée. Il y a des subtilités pour aller plus loin, mais bon, c'est pas l'idée, puis de tête, je ne les connais pas. Mais derrière, en fait, vous avez, vous pouvez avoir votre site web. Les limitations, il faut que ce soit du statique. Donc, bon, ça peut être suffisant hein, pour certains. Si vous imaginez faire des liens à droite, à gauche, ça ne va pas être possible. Mais voilà, c'est possible. Je vais juste vous remontrer, moi, le cas de mon repo.
pour vous expliquer. J'ai un mot. Du coup, mon alias, Jean-Philippe Baconnet, donc c'est Jean-Philippe-Baconnet. Et le projet, en fait, c'est. J'ai dû exactement avoir le nom de mon user qui est là, suffisé par guillaume.ai. Voilà. Je l'ai redit, mais. Et la limitation de la CI, ben, en fait, il n'y en a pas. Justement, c'est pour ça que ça marche bien. Du coup, c'est développé en Go. Donc, au niveau performance, c'est quand même super top, super rapide, super efficace. Et comme il y a beaucoup d'attributs, en fait, on peut imaginer vraiment faire beaucoup de choses. On peut travailler avec des projets front, des projets back. On peut travailler, par exemple, avec des outils Google. Ça sera l'objectif du 5e module, je crois. On peut travailler sur vraiment la partie intégration continue, donc exécuter des tests, faire des contrôles en fait sur votre code, et à partir de là, on peut s'amuser à faire d'autres choses. Donc pour la partie test, on en parlera lors de la dernière séance, mais après on peut s'imaginer construire des projets, on peut faire de la CI pour aller redémarrer un serveur, on peut aller faire de la CI pour, je ne sais pas, faire un appel d'une URL, pour faire des contrôles aussi sur votre code. On peut imaginer avoir un job. Peut-être que ce n'était pas assez clair, mais quand on est dans un job de GitLab CI, en fait, on a accès au répertoire GitLab. Donc, en fait, on peut s'amuser à faire des expressions régulières sur un de vos fichiers. Je ne sais pas pourquoi faire, mais on ne sait jamais, on peut le faire. Il faut juste dire que GitLab CI permet d'avoir un contexte, donc un contexte Docker, dans la plupart des cas, qui vous permet de faire tout ce que vous voulez sur votre projet, ou même à l'extérieur, si bien sûr, toutes les contraintes de flux réseau, d'accès, de tokens sont disponibles. D'accord, merci. Il y a Raïssa qui demande quel est le langage qui a été utilisé. Alors, dans quel... comment ça? J'ai pas compris. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de faire des configurations, c'est quel langage qui a été utilisé? Ici, là? Oui, là. Oui. Là, on est dans une syntaxe YAML. C'est juste du texte avec des indentations particulières. GitLab en impose, c'est-à-dire que là, si je fais ça, voilà, il dit qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est vraiment la structure YAML. Et du coup, dans la partie script, en fait, c'est du commande. C'est-à-dire que là, GitLab, il reconnaît que quand on met script et quand on met un tiret, derrière, on écrit n'importe quoi. Imaginons, j'écris ça, lui, il ne va pas l'interpréter, en fait, il va vraiment l'exécuter tel quel. Donc forcément, comme je suis dans une image Maven, ça va plus clair, je vais faire ça. En image Maven, il ne va pas connaître cette commande. L'exemple de tout à l'heure, c'était de dire si je fais une commande Maven dans un contexte Docker Maven, ça va être OK. Si je suis dans un contexte Ruby, il ne va pas le connaître. Si je suis dans un contexte, je ne sais pas, Google Cloud, je crois que c'est comme ça la syntaxe, mais il y a autre chose, il ne va pas connaître. Donc voilà, donc là dans script, c'est des commandes en fonction de votre image utilisée. D'accord. Ça répond à la question, a priori. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Dora demande, maintenant que j'ai des bases en GitLab, quel plus cela apporte à ma carrière? Est-ce qu'il s'agit de DevOps? Alors, DevOps, c'est une tendance, c'est une méthodologie, on va dire. Mais du coup, connaître de la CI va permettre, en tant que développeur, en fait, de faire des contrôles sur mon code. Quand on parle d'intégration continue, là, le périmètre, en exagérant un peu, mais c'est plus orienté pour des personnes qui font du dev. Par exemple, exécuter du code, des tests. Effectivement, tu peux le faire sur ton poste. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase mythique. Sur mon poste, ça marchait, mais pas sur la prod. Bah, dommage. Mais du coup, quand tu le fais sur ton poste, tu as ta configuration de tous les jours. Quand tu le fais dans la CI/CD, tu es dans un environnement un peu plus, on va dire, plus classique. Là, l'image, elle est reconstruite à chaque fois. Donc, si jamais ton test passe sur la CI, c'est-à-dire que ton test, il passe vraiment, en fait. Tu n'as pas une config à droite, à gauche sur ton poste qui va permettre de faire marcher. Quand tu es sur un projet, par exemple open source, moi je fais de l'open source, je me suis amusé à faire de la CI. Pourquoi? Parce que derrière, dès que je fais une modification, ça va m'assurer que tous les contrôles sont au vert. Donc sous-entendu que je n'ai rien cassé. Si par exemple,
quelqu'un viendrait sur mon projet open source, ferait une modif, personnellement, je n'aurais pas envie de, du coup, récupérer sa merge request sur mon poste, réexécuter les tests. Enfin, ça me fatiguerait. S'il y a 100 personnes qui arrivent en une semaine, je vais avoir autre chose à faire que d'exécuter des Maven clean install. Donc là, avec la CI, ça va permettre aussi de valider que les autres personnes, ce qu'ils font, est bien OK. Donc au final, ça va amener une sérénité sur le projet qui va t'assurer que ton projet est bien testé, approuvé par la CI, et donc du coup par les tests que tout le monde a écrits. Donc ça, c'est quand même un plus. Et là, du coup, je reste vraiment dans un contexte de dev. Et forcément, après, moi, je suis dev, je déploie quand même des trucs en production. Et c'est vrai que le fait de le rendre automatisé, de faire du déploiement continu, c'est quand même plus safe. Par exemple, sur des projets, quand je crée une release GitLab, j'envoie en production. Bon, je sais que ma CI, si elle marche, ça veut dire que c'est en production. Donc, ça veut dire que j'ai pas d'action manuelle à faire. Et effectivement, là, je suis passé dans un mouvement, entre guillemets, dev vers le Ops, qui couvre une partie du métier d'Ops, qui est de déployer des outils en production. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte à ta carrière? Déjà, en tant que dev, je ne sais pas si tu es dev, mais en tant que dev, déjà, ça t'apporte de la sérénité. Et effectivement, ça va te permettre de gagner du temps et d'automatiser des choses qui te feraient perdre du temps si tu travailles sur 10 microservices. Et faire du déploiement de 10 microservices dès que tu fais une livraison en production, c'est très fatigant. Au final, tu vas faire que des actions manuelles. Donc, au final, ça va te libérer du temps aussi. Et des coquilles que peut faire tout être humain. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Top, les de rien. Voilà, merci. Merci, Jean-Philippe, d'avoir répondu à ces différentes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons terminer. Alors, n'oubliez pas, si vous faites votre premier pipeline, qui marche ou qui ne marche pas, ce n'est pas très grave. Mais mettez un petit hashtag, comme ça permettra, si vous avez besoin d'un coup de main, ou si vous avez d'autres explications, je peux vous répondre. Alors, désolé rapidement, est-il possible d'avoir des ressources concernant les modules précédents? Je vais répondre. Nous avons enregistré les sessions. Donc, après les 6 sessions de formation, nous allons mettre les vidéos sur notre chaîne YouTube et comme ça, vous pourrez avoir accès. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette 3e session. La 4e session est le mercredi prochain.